Réjeanne Kerdafrec, bonjour. Bonjour Alexandre. Bienvenue dans nos rencontres sorties de scène. On se rencontre pour la première fois. Oui. Bienvenue. Réjeanne, première question. Comment est-ce que vous vous présentez? Qui êtes-vous? Oh là, bonne question. Qui je suis? Une amoureuse de théâtre, une passionnée de la scène. Voilà, je suis dans le milieu depuis maintenant très longtemps. Et en ayant épousé plein de facettes du métier. Et voilà. Et là, je suis une autrice, metteuse en scène et comédienne qui est très occupée parce que je suis en train de préparer Avignon avec ma compagnie. Et oui, c'est ça, vous allez jouer votre spectacle. Le spectacle Le Message. Oui. Dont voici l'affiche d'ailleurs, on le voit à l'écran. Et donc, prochaine question, qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce qui se passe sur scène? Alors, Le Message, c'est une adaptation théâtrale d'un roman d'André Chédid, qui est un très beau roman, publié aux éditions Flammarion, je le dis pour obligation de droit d'auteur. Faut respecter les contrats. Ouais, les contrats. Non, mais c'est un merveilleux roman. Donc, si vous ne l'avez pas lu, il faut le lire. Et encore mieux, il faut venir voir l'adaptation théâtrale qu'on en a faite avec ma complice Brigitte Bias. Et de quoi ça parle? Ça parle de l'amour en temps de guerre. En fait, la question, c'est qu'est-ce qui reste quand autour, il n'y a plus que la violence, la désolation? Est-ce qu'on peut encore maintenir la petite flamme de l'amour? Ça raconte l'histoire d'une jeune reporter qui court rejoindre son amoureux qui l'attend de l'autre côté d'une ville dévastée, et elle va être atteinte par la balle d'un sniper. Oui. Et voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'elle va trouver un peu au milieu des ruines des gens pour l'aider? Est-ce qu'elle va s'en sortir? Est-ce que mais elle meurt pas sur le coup. Elle meurt pas sur le coup. D'accord. Et elle a plus qu'un seul objectif, qu'un seul but, c'est d'arriver à faire parvenir à son amoureux un message pour lui dire qu'elle arrivait, qu'elle aime, qu'elle était partie pour le rejoindre. D'accord. Et qu'elle... Et lui, il est de l'autre côté, au combat? Il est de l'autre côté de la ville, non, il l'attend, il est archéologue. Et il a décidé de quitter ce pays qui est une désolation totale. Et il lui a dit ils vivent une passion tumultueuse depuis plusieurs années. Et là, il lui dit, mais finalement, qu'est-ce qui est le plus important? Toi, c'est vrai, tu as ton travail, tu es sur le front, tu vas prendre des photos, tu témoignes contre les violences. Moi, je mène mes fouilles, donc on avait tous les deux une carrière à mener. Mais finalement, qu'est-ce qui est le plus important? Le plus important, c'est cet amour qu'on se porte et cette vie qu'on a à construire ensemble. Donc, viens me rejoindre. Et elle dit oui. Et malheureusement, elle va être bloquée dans son élan. Oui. Et tout le suspense de la pièce, c'est de savoir s'ils vont se retrouver. Je suis super émue quand je parle de ce sujet parce que c'est tellement d'actualité. C'est-à-dire que, voilà, on est tellement entouré de choses épouvantables qui se passent partout. Et oui, des frères se battent partout. Ouais. C'est des gens qui sont cousins, qui s'entretuent pour rien de raisonnable. Ouais, voilà. Mais bon, c'est intéressant parce que ce que vous me dites sur cette histoire d'amour, vous savez, je vais essayer d'amener un peu de gaieté, de philosophie peut-être. Il y a un test qui a été fait, d'ailleurs si vous pouvez remonter un petit peu le micro, voilà. Il y a un test qui a été fait où on a fait traverser des ponts au-dessus du vide à des gens et on a mesuré, parce qu'en fait quand on tombe amoureux ça se mesure physiologiquement. On a la pupille qui se dilate, on sécrète des endorphines, on a le battement du cœur qui accélère, enfin ça se mesure. On peut tomber le taux de tombage amoureux. D'accord. Et donc on a fait traverser des ponts à des cobayes, des gens testés,
Et à la fin, on a mis une personne, donc là c'était des hommes qui traversaient, puis il y avait des femmes, ou inversement, des hommes les attendaient de l'autre côté du pont et on faisait traverser des femmes. Et on leur a fait traverser des ponts très solides, avec une vraie impression de solidité, et des ponts qui laissent penser qu'ils sont fragiles et qu'on pourrait tomber et perdre la vie. Et on a observé qu'on tombait plus facilement amoureux quand on était exposé au risque que quand on était sur un pont solide. Donc ça relie, c'est ce que ça m'a fait penser votre pièce, c'est-à-dire que ça relance en fait la peur de la mort peut être ramène à l'essentiel et ramène à la vie. Voilà. Et l'essentiel, c'est dans la vie, c'est l'amour, en fait. Et c'est le message du message. Voilà, et on a conservé la belle langue d'André Chédid, qui elle aussi a passé sa vie à dénoncer les absurdités du monde, des conflits, et à se battre pour l'amour. Et il nous avait expliqué, le message était simple, aimez-vous les uns les autres. Oui. Voilà. On pouvait l'appliquer. Mais non, donc donc le message, c'est ça, c'est aussi il y a la communication, ce qui est j'ai envie de dire un message intéressant. C'est vrai qu'on a l'impression que moi c'est ma pensée, mon opinion, on ne communique jamais assez. Et je pense que d'ailleurs le théâtre est une manière de communiquer. Ah bah oui. Et j'aime bien dire qu'il vaut mieux communiquer mal que pas communiquer. Ah, moi je suis entièrement d'accord. Après, il vaut mieux communiquer bien. Oui, c'est sûr. Mais on apprend à bien communiquer en communiquant mal beaucoup. C'est ça. Voilà. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Et le plus mal communiqué, c'est le pas communiquer. Oui, c'est ça. Et donc, je pense aussi que c'est la raison d'être du vivant. En fait, le vivant, c'est élargir son champ relationnel. Les molécules prébiotiques cherchent les autres molécules prébiotiques et à établir des relations avec elles. Et ces relations, on les a dans le théâtre, qui est l'art vivant par excellence, quoi. Alors là, les petites molécules, elles circulent entre les spectateurs et les comédiens sur scène. Exactement. Et entre les spectateurs et les comédiens, il y a une connexion en présence qui se fait que toutes les plateformes de streaming et tous les meilleurs cinémas ne peuvent pas rivaliser. Alors, rien ne remplace ça. Le cinéma, le public est ensemble, ce qui apporte quelque chose. Bien, oui. Mais le théâtre, en plus, les comédiens sont là. Non, mais c'est cette alchimie qui se crée, elle est magique, mais pour tout le monde, pour les spectateurs et pour les comédiens sur scène, quand le spectacle prend et a lieu, c'est ça. Alors, donc, vous avez raconté un peu l'histoire de ce spectacle, le message. Quels sont les spectacles que vous avez faits ces derniers temps dont vous avez été imprégné beaucoup? Parce qu'on dit, est-ce que c'est l'œuvre qui fait l'artiste ou est-ce que c'est l'artiste qui fait l'œuvre? Donc, quand on se présente, c'est une bonne manière aussi de présenter qu'est-ce qu'on a fait, qui on est. Alors moi, j'ai fait beaucoup de, on va dire, théâtre populaire, entre guillemets. Enfin, voilà, c'est pas du tout... d'ailleurs, on peut enlever les guillemets, même. J'ai travaillé beaucoup en banlieue, j'ai travaillé dans les quartiers à Paris. J'ai eu une compagnie de théâtre pendant plusieurs années à Roissy-en-Brie, en banlieue parisienne, où on amenait les gens au théâtre, des gens qui en étaient éloignés. Et on travaillait avec les enfants, avec les écoles, et c'était génial. J'ai refait un peu la même chose au théâtre de Ménilmontant, où j'ai été artiste associée pendant plusieurs années. Oui. Le théâtre qui a changé maintenant le nom. Oui, c'est ça, c'est les Gémeaux de Paris. Ah oui, c'est ça. Ça a été repris. Avant, c'était un patronage, le théâtre de Ménilmontant. On y a monté la Passion du Christ toutes les périodes de Pâques avec les gens du quartier. Donc on était mélangés, amateurs et professionnels, et on montait cet énorme spectacle qui racontait la Passion du Christ. Et ça a duré, je ne sais pas, 80 ans. Voilà. Qu'est-ce qui a duré 80 ans ? Le spectacle, tous les ans, pendant 80 ans, il y avait la Passion du Christ au théâtre de Ménilmontant. Et vous Et alors moi, je suis arrivée au théâtre de Ménilmontant parce qu'il manquait une Marie-Madeleine. Et j'ai un de mes amis avec qui je venais de jouer, qui est Fabrice Drouet, le
directeur, président de la compagnie avec laquelle je travaille maintenant, qui est journaliste à France Inter, qui est bien connu, qui lui était arrivé à Ménilmontant, je ne sais plus trop comment, et puis il avait joué l'année d'avant dans La Passion, il m'a dit, mais Réjeanne, il nous manque une Marie-Madeleine, est-ce que tu veux venir faire Marie-Madeleine cette année? Je dis, oui, tiens, je vais faire Marie-Madeleine. Et voilà. C'est intéressant. Ouais. C'est un peu. Donc, ça a été votre croix. C'était de faire la Passion du Christ. Pendant combien de temps vous avez... Après, moi, j'ai joué pendant plusieurs années. J'ai joué Marie-Madeleine, mais j'assistais le metteur en scène. J'ai réécrit des parties du spectacle également. Enfin, voilà. Donc, et puis, je suis devenue artiste associée au Théâtre de Ménilmontant. Parce que c'était du spectacle vivant qui évoluait. Vous réécriviez des parties. Voilà, vous adaptiez. On adaptait. Non, c'était chouette. Ah, super. C'était magnifique. Ouais. Et voilà. Et après, j'ai joué avec Fabrice dans plusieurs spectacles. Le dernier qu'on avait monté, c'était Marie-Octobre, qui est une adaptation du film, qui était une histoire de résistants, où je jouais le rôle titre. Et c'était très bien, très beau spectacle. Puis après, il y a eu le Covid, et moi, je partage ma vie entre Paris et l'Italie. Je vis une partie de mon temps dans le sud de l'Italie. Vous êtes d'origine italienne Pas du tout, mais je suis amoureuse de ce pays. J'ai une maison de vacances depuis plus de 20 ans maintenant, et donc j'ai décidé de partager ma vie entre ici et cet ailleurs, que j'adore. Et donc je fais un peu des choses là-bas aussi. Et puis je fais du cinéma, j'ai tourné avec Yvan Attal dans Les Choses Humaines, qui est aussi un ami, voilà, c'est les amitiés fidèles. Yvan s'est connu au Cours Florent, donc ça remonte. Et puis j'ai tourné également dans un film en Italie de Giorgia Cecere qui s'appelle Sulla Giostra. Et donc vous parlo italiano. Voilà. Donc, et puis là, je n'ai jamais joué à Avignon. Je voulais jouer à Avignon avec mon amie Brigitte, qui a décidé, elle, à la retraite, de faire du théâtre. Brigitte Bias. Sa passion, Brigitte Bias. D'accord. Et on s'est dit, on va aller toutes les deux à Avignon. Et c'est elle qui m'a fait lire le message. Et on a décidé d'en faire l'adaptation et de monter ce spectacle ensemble et de jouer ensemble à Avignon. Ah, super. Voilà. Eh ben, c'est intéressant ce que vous disiez. J'étais au Cours Florent avec Yvan Attal. Donc, parce que souvent, je demande aux gens quel est votre conseil, qu'est-ce que vous auriez. Et c'est beaucoup fait sur les rencontres aussi, et les gens avec qui on est. Oui, mais c'est des histoires de fidélité. Hein. C'est ça, en fait, c'est avec qui on veut être et avec qui on travaille, on fait, on cherche. D'autant plus pour moi, parce que j'ai un parcours quand même un peu atypique. C'est intéressant les parcours atypiques. En fait, je suis une ancienne élève de l'École normale supérieure, donc j'ai une agrégation d'économie, et j'ai également été professeur d'économie dans l'enseignement supérieur pendant plusieurs décennies. Et j'ai toujours mené les deux ensemble, c'est-à-dire à la fois le théâtre et ma vie professionnelle, que j'ai maintenue pour diverses raisons. Là, j'ai donné ma démission il y a maintenant une dizaine d'années pour me consacrer exclusivement au théâtre. Et vous travaillez dans quoi, dans l'économie précisément? J'étais enseignante, j'étais prof d'éco. Oui, pardon, prof. Je pensais que vous étiez... Ok, mais économie macro oui, en macroéconomie et en droit des affaires également. D'accord, c'est intéressant. Les droits des entreprises, les droits du travail, et voilà, tout ce qui tourne autour de l'organisation des entreprises. Oui, voilà. Et bon, donc j'ai toujours mené les deux en parallèle. Et finalement, mon parcours théâtral, il s'est fait avec les amitiés que je développais. Et donc la compagnie de théâtre que j'ai créée à Roissy-en-Brie, c'était avec des anciens des Cours Florent. Donc on était 3 comédiens, dont l'une est à la Comédie Française maintenant, c'est Véronique Vella. Ensuite, je suis arrivée à Ménilmontant par Fabrice, que j'avais fait venir dans une pièce que je montais
à Paris, voilà, que j'avais écrite, la première pièce que j'avais écrite et qu'on a montée, qu'on a joué pendant 2-3 ans. Enfin voilà, c'est des amitiés. Yvon, on s'est retrouvés et c'était très chouette. Et il m'a dit, mais je comprends pas, tu veux pas venir jouer dans mon film? J'ai dit, bah oui, d'accord, ok, je viens jouer dans ton film, très bien. Voilà, et c'est chouette. Oui, parce qu'en fait, quand on est en scène, quand on est devant une caméra, on se met en risque parce qu'on cherche tous ensemble. Et c'est vrai qu'il y a toute cette partie de savoir comment travailler avec telle ou telle personne. Et c'est sûr que quand on se connaît, il y a des raccourcis. On peut aller un peu plus vite sur certaines choses. On est en confiance et on ose faire des choses qu'on ne ferait pas. J'ai joué par exemple dans des films de Sébastien Lifshitz. J'ai fait des choses pour lui que je ne ferais pas avec d'autres metteurs en scène, clairement. C'est évident, quand on a confiance, qu'on sait où la personne va vous emmener, qu'elle ne cherche pas à vous mettre en danger, que tout est fait de façon très respectueuse, on se laisse faire. Bien sûr. On parlait tout à l'heure de Giorgio Strehler, parce qu'il y a des affiches de Giorgio un petit peu partout ici, parce que mon père a été son assistant et était son ami. Et ça me fait penser que Giorgio, je crois que c'est Catherine Niegel, je ne me trompe pas qui disait que quand elle travaillait avec lui, la trilogie. Voilà, elle avait une impression de proximité, d'amour très fort. Il aimait ses comédiens. Et c'est ce qui lui permettait de parfois piquer des colères à l'italienne, d'être entier et de dire les choses comme ça sortait et de travailler, quoi. Mais quand on sait qu'il y a de l'amour et de la bienveillance, on y va, on donne. De toute façon, les comédiens, c'est une matière fragile, hein. C'est un vrai métier, c'est un vrai travail, j'insiste là-dessus. Parce que ça demande beaucoup de disponibilité, de générosité et de recherche sur soi, d'aller chercher au plus profond de soi des choses précieuses qu'on va aller amener sur le plateau et qu'on va offrir au metteur en scène dans un premier temps, à ses partenaires, et pour créer cette alchimie qu'on donne aux spectateurs. Voilà. Et c'est ça. Bon, ça, faut y aller. Faut y aller, hein. C'est douloureux parfois, hein. Faut aller, quand on est metteur en scène, faut aller chercher, et quand on est comédien, faut aller chercher aussi au fond de soi. Allez, on y va. Je me pousse un peu. Est-ce que je vais jusque là? Yes, si on est en confiance, on le fait. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est qu'on essaie. Et on voit si ça marche. Absolument. Moi, j'aime bien dire aux gens, trompez-vous, c'est très important. Tellement. Il faut absolument faire pas bien. Je souhaitais la bonne année à mes élèves comme ça. Je leur disais, je vous souhaite une bonne année, j'espère que vous allez beaucoup vous tromper, parce que ça voudra dire que vous avez beaucoup essayé. C'est ça. Et Giorgio, en 10 ans, je crois, au Piccolo Teatro, a monté tout Tchekhov, tout Goldoni. C'était un foudre de travail. C'était tous les mois une nouvelle pièce majeure en plus du répertoire. Il a monté Molière, il a monté Shakespeare, La Tempête. On en parlait, moi, c'est des émotions de théâtre incroyables. Et c'est vrai que je fais du théâtre à cause de Giorgio Strehler, puisque adolescente, la première pièce que je suis allée voir et qui m'a ébloui complètement, c'était la trilogie de la villégiature. La trilogie, oui. J'en ai encore un souvenir à l'Odéon, émerveillé. Avec la Comédie Française, c'est ça, oui. Bon, je raconte les anecdotes, on en a parlé un peu avant, je ne peux pas vous mentir, où mon père c'était la première fois qu'il assistait Strehler. Il a été ensuite, c'est lui qui a repris Les Noces de Figaro à l'Opéra de Paris pendant 30 ans. Et donc il assiste sur la trilogie et il y avait plein de choses passionnantes, la manière de faire. Je crois que déjà Pierre Dux, qui était le directeur, il avait mis des pots sous la scène, et donc quand il marchait ça faisait clic cloc 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 cloc.
qu'il y avait une partition musicale avec rien qu'avec les déplacements. Mais quelle perfection, c'est génial. Donc il y avait ça, et puis il y avait aussi il y avait Jacques Serres qui était un grommeleur. Jacques Serres, c'était il parlait toujours comme ça, de prendre un peu de confiture à la rhubarbe. il y a toujours un son. Et donc Strehler lui dit, bon ben là, je crois que c'est à l'acte 3 dans le jardin, il est avec une héritière ou une veuve qui a beaucoup d'argent, et il se marie avec elle pour son argent, il est intéressé. Et puis il rentre, il la voit, il n'a pas envie, donc Giorgio lui dit, là tu rentres et c'est une fausse entrée, tu rentres, tu la vois, tu te retournes et tu fais 2 pas, mais elle t'appelle et elle t'arrête. Et donc Jacques Serres sait que là ça va payer, que ça marche, que c'est juste, que c'est l'entrée, que c'est la bonne entrée. Et donc les répétitions commencent, et à chaque fois que c'était à Serres de rentrer, Strehler bondissait en scène et arrêtait la répétition. Donc nous allons reprendre là la partie, et il le frustrait et il coupait toutes ces répétitions d'entrée. De son effet. Exactement. Et il ne lui a pas laissé expérimenter son effet avant la générale, au public. Et moi je pense qu'il l'a fait consciemment pour pas brûler. Ouais, pour garder la fraîcheur du mouvement. Exactement. Ouais. Et il savait très bien que, c'est ça l'expérience, il savait très bien, en l'observant sur les autres parties du spectacle, qu'il allait faire ça parfaitement. C'est ça, et qu'il avait pas, non seulement il n'avait pas besoin de le travailler, mais il avait besoin de ne pas le travailler. Et donc, quand il est rentré, c'était formidable. Enfin, voilà, ça a marché tout de suite, et puis il y a eu les rires frais, les vrais, pas les copains. Qu'on attend. C'est ça, c'est ça. Et donc il y avait toute cette sensibilité, justement, où il y a la solidité de la mise en scène qui est bâtie sur le texte, sur la musique quand c'est de l'opéra, et en même temps le côté humain où on sait comment travailler avec telle ou telle personne. C'est important aussi, de savoir comment travailler avec telle matière. Tout à fait. Et puis parfois, voilà, on se trompe, on fait d'une manière, on change, on recommence. Et donc le message, vous avez donc vous l'avez adapté. Voilà, adapté. Je fais la mise en scène. Et vous faites la mise en scène aussi. Et je joue. Donc là, on a des images de la troupe. Alors ça, c'est Fabrice, c'est mon complice de théâtre depuis, on a calculé 25 ans qu'on monte des spectacles et qu'on fait des choses ensemble. Et ça, c'est la compagnie, la troupe pour le message. Oui. Donc vous voyez Brigitte Bias au centre. Vous avez la jolie Pauline Veil, Clément Jacquemin entre Brigitte et moi, et Victor Lambert entre les 2 autres femmes. Voilà. Et donc c'est cette troupe qui va à Avignon. Oui. Et vous allez faire ce spectacle donc, que vous avez mis en scène. Comment vous travaillez comment ça marche? Ça m'intéresse d'avoir les petits rituels, les petits comment ça fonctionne. Alors, comment ça marche? Déjà, on a commencé à travailler beaucoup sur le texte ensemble à la table et avec des improvisations. Moi, je travaille beaucoup avec des improvisations, surtout que là, on est quand même dans un vécu que nous n'avons pas ni les uns ni les autres, heureusement. Donc, scène de guerre, danger, choses dramatiques qui se passent, urgence, etc. Donc, on a beaucoup travaillé là-dessus en improvisation. Je travaille aussi en improvisation sur les relations entre les personnages, donc arriver à construire son rôle pour pouvoir l'endosser. Donc on travaille individuellement sur de l'émotion, sur de la recherche de la mémoire affective, et puis on crée en improvisation des histoires communes. Donc j'ai les 2 amoureux, on a accéléré évidemment, mais reconstitué leur vie amoureuse tumultueuse en impro. Voilà, pour le sniper, pareil, son parcours, pourquoi il en arrive à un moment à se retrouver dans un immeuble détruit à tirer sur des gens, etc., etc. Brigitte et moi, on forme un couple aussi, donc quelle est l'histoire de ce couple, enfin, de façon à ne pas arriver sur le plateau
vide. Donc on arrive déjà, quand on commence à travailler et aborder le texte, on arrive déjà avec notre histoire avec un vécu. Et un vécu commun. Et puis après on travaille sur le texte, voilà, chaque réplique. Je suis hyper précise, voire méticuleuse. Sur les intonations. Sur les intentions, plus que sur les intonations, parce que l'intonation, elle arrive si l'intention est juste. Donc on travaille sur les intentions, sur qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, que quand on dit ça, qu'est-ce qu'on veut dire, etc., etc. Voilà. On travaille sur la vérité. Alors, parce qu'il y a plusieurs écoles. Au cours Florent, on parle de Stanislavski, c'est ça? Oui, alors oui, bien Après, sûr. Il y a l'école des maîtres français aussi. Et donc, c'est deux manières d'aborder. On dit acteur studio, on court pour se mettre dans l'état du l'acteur, enfin du personnage qui est essoufflé. Mais il y a aussi une manière de prendre alors moi j'ai fait des formations, j'ai fait les cours Florent, mais j'ai aussi suivi pendant 1 an des cours de l'acteur studio, parce que c'était une technique qui m'intéressait, donc voilà, j'ai travaillé pas mal en improvisation également. J'ai suivi des cours j'ai travaillé avec des metteurs en scène plus classiques. La dernière pièce que j'ai faite, j'ai travaillé avec un monsieur qui avait créé un rôle dans La Cage aux folles. Donc voilà, Jean-Claude Robe, et qui avait travaillé avec Le Poulain, enfin voilà, qui est maintenant un vieux monsieur très sympathique, et donc j'ai travaillé avec lui du boulevard, ce qui n'est pas mon terrain de prédilection a priori, mais c'est super intéressant à travailler également. C'est de la musique. Et voilà, en fait. Oui, du rythme. Surtout moi je suis quelqu'un d'un peu cérébral, donc on débranche le cerveau et on est dans l'action, dans la réplique, dans le truc qui tape, etc. Donc c'était hyper formateur, on apprend à tout moment, c'est génial, voilà. Et donc je fais un peu ma tambouille comme metteur en scène, avec un peu toutes les techniques, et puis en fonction aussi des comédiens, comme on disait, je m'adapte à ce qu'ils aiment aussi bien faire, et où je pense que je vais arriver à obtenir des choses, voilà. Oui, c'est ça. J'aime bien dire que quand je travaille en mise en scène, un metteur en scène, c'est un peu un habilleur. Il va faire un costume à l'acteur pour être son personnage. On va le faire ensemble, en fait. Il y a aussi des propositions de la part de l'habillé. Absolument. Ça, oui, alors je ne suis pas du tout quelqu'un qui impose. Enfin, je suis quelqu'un qui impose, parce qu'à un moment j'impose. Donc vous êtes quelqu'un de paradoxal qui fait les deux. En fait, je laisse la place au comédien pour qu'il arrive avec qui il est et avec ses propositions. Voilà. Bien sûr. C'est vrai que quand j'ai observé aussi que quand on se met à comprendre quelque chose, au moment où on saisit, parce qu'en fait on ne comprend pas pendant longtemps, et au bout d'un moment on comprend d'un coup. Mais c'est parce qu'on n'a pas compris pendant longtemps et qu'on s'y est éprouvé qu'on a tracé les chemins dans notre cerveau pour ensuite arriver à la compréhension. Et je pense qu'en même temps que cet espace de compréhension, il y a un espace de créativité. Et on se met par notre compréhension à ouvrir et à créer, à faire des connexions que seul notre cerveau peut faire, puisque c'est notre cerveau qui a compris. Absolument. Donc quand l'acteur comprend, souvent il propose aussi quelque chose d'unique. C'est important aussi de laisser cette place-là, la place à la co-création en fait. Ah oui, puis en plus, c'est riche. Je crois que c'est Luc Besson qui vole à tout le monde les bonnes idées. Si le technicien de surface a une bonne idée, il la prend dans le film, il n'y a pas de problème. Oui, faut pas hésiter, de toute façon, prendre les bonnes idées, c'est sûr. Donc, alors moi, là, actuellement, un de mes phares, on va dire, en mise en scène, c'est Wajdi Mouawad. Voilà, j'adore son travail, j'adore la façon dont il... D'abord, j'adore ce qu'il dit, j'aime beaucoup ses pièces, et j'aime ce théâtre-là aujourd'hui. C'est celui qui me procure certainement le plus d'émotions. Sur des choses un peu plus
travaillées, dans lesquelles les metteurs en scène vont mettre prennent beaucoup de place, voire même parfois trop de place par rapport au texte. Là, j'ai vu un Shakespeare dernièrement que j'ai détesté parce que il n'y a que du boulot de mise en scène. Les acteurs n'ont même pas la place de s'exprimer, de laisser aller les émotions, les passions. Ouais, je pense aussi que on parle des entrées et des sorties. Je pense que c'est un peu le travail justement du metteur en scène. D'ailleurs, c'est ça le travail en fait à la base. Un metteur en scène, c'est un éclairagiste. Et il dit, tu rentres là où c'est éclairé, parce que c'est moi qui règle la lumière. Ouais. Et donc, là, mets-toi là. Je peux pas faire entrer là, parce que je peux pas mettre de lumière là. Donc, il s'adapte à la contrainte réelle de l'éclairage. Et il donne des entrées aux acteurs. Et je pense que si on a une bonne entrée, j'ai envie de dire, même un mauvais acteur va plus arriver à incarner le personnage, et un bon acteur qui a une mauvaise entrée, normalement va se rendre compte, comme il est un bon acteur, qu'il a une mauvaise entrée. Il n'est pas au bon endroit. C'est ça. Et donc, les places, c'est fondamental. C'est comme aux échecs. On peut avoir plus de pièces mal placées et donc perdre. Tandis que quelques pièces au bon endroit, c'est beaucoup plus fort. Et c'est pareil avec le théâtre. Sur le plateau. Sur le on plateau, appelle ça un plateau aussi. C'est ça, les champs de force. Oui, c'est vrai. Et les champs de force et les endroits où on se positionne, etc. Oui, et puis le théâtre, je ne sais plus qui disait ça, que le théâtre, en fait, c'était un art qui était fait pour les aveugles et pour les sourds. Donc, en fait, les gens qui n'entendent pas doivent voir ce qui se passe, et les gens qui ne voient pas doivent tout entendre. C'est très juste, j'aime beaucoup. Ouais, c'est joli. J'aime beaucoup ça. Façon, je repique sur Strehler où il avait justement un savoir des positions. Quand on analyse, quand on analyse les mises en scène, il y a toujours tel personnage à tel endroit, en contrepoids par rapport à tel personnage à tel endroit, et ça vient raconter une autre histoire. C'est-à-dire que même si on ne comprend pas la langue, on peut lire par la position des personnages où sont les champs de force qui remportent la scène, si c'est un combat, etc. Et même en fermant les yeux, puisque comme il est à court et à jardin, souvent, j'en ai parlé beaucoup avec mon père, donc on prend de la distance quand les personnages sont ensemble, ils ne font qu'un. Donc on répartit pas mal sur le plateau, et donc c'est vrai qu'en fermant les yeux, s'il y en a un d'un côté et un de l'autre, ça positionne aussi spatialement l'action. La position qu'on a sur scène, elle est fondamentale, pas que pour... quand on est là, on est là, on n'est pas de l'autre côté. Clairement. c'est en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je sens que vous avez vraiment du plaisir à travailler avec les gens avec qui vous travaillez. Ça me paraît fondamental aussi. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui se lancent dans ce métier ? Ou qu'est-ce que vous auriez aimé entendre quand vous vous êtes lancé dans ce métier ? Quelle est la bonne manière de faire ? Alors, on parle de plaisir, donc avant tout, c'est ça, c'est prendre du plaisir à ce qu'on fait, et prendre du plaisir avec les gens avec lesquels on le fait, c'est-à-dire aller travailler avec des personnes qu'on aime, quoi, voilà, et que ça doit être avant tout un métier de plaisir, parce que il y a que lorsqu'on prend du plaisir sur le plateau qu'on arrive à donner du plaisir aux spectateurs. D'accord. Non, mais c'est terrible, hein. Parfois on va voir des pièces et on a l'impression que les gens font leur boulot, et nous comme spectateurs on est frustrés, ça nous fait du mal, quoi. On dit c'est pas la peine de faire ce métier, si c'est pour aller pointer, laisse tomber, quoi, fais autre chose de ta vie. Ah bah oui. Bon, donc si on prend pas le plaisir sur le plateau, ils peuvent pas en prendre dans la salle. Voilà, donc ça c'est vraiment je pense que la règle numéro 1. Ne va pas dans ce métier si t'es pas quelqu'un qui travaille. Voilà, ça c'est un métier dans lequel il faut beaucoup travailler.
Donc on a intérêt d'aimer ça, parce que si on n'aime pas, on va pas pouvoir travailler. C'est sûr, c'est sûr. C'est pas un métier d'égoïste, c'est un métier d'égo, clairement, mais c'est pas un métier d'égoïste, c'est surtout le théâtre. Ça me fait penser à cette phrase, vous savez ce que c'est qu'un égoïste ? C'est quelqu'un qui pense pas à moi. Oui, voilà. Au théâtre, on pense aux autres, parce qu'on est tous ensemble, mais c'est vrai aussi pour le cinéma, tous ensemble dans réunis pour le même but, le même objectif. Et si je suis bon, j'aide les autres à être bons. Et si les autres sont bons, on est tous encore meilleurs. Tout à fait. Et on va tous ensemble dans la même direction. Donc ça peut pas être un métier dans lesquels on se tire dans les pattes. Ça arrive évidemment, malheureusement c'est le cas. Ça m'est arrivé d'aller sur des plateaux à 2 semaines d'intervalle et où l'ambiance est complètement tournée parce que l'actrice principale était insupportable. Voilà. Mais du coup, ça fait pas des bonnes œuvres finalement. Oui. Pour être bon, faut être ensemble. Au théâtre, ça c'est sûr. J'aime bien citer, comme vous avez remarqué, des choses. Et il y a une réplique dans Le Comédien de Guitry, qui est un spectacle où il raconte l'histoire de son père. Qui était Lucien Guitry, un grand comédien. Et donc quelqu'un vient le voir à la fin et lui dit je voulais savoir ce que vous aviez pensé de mon jeu. Alors Lucien au début est un petit peu hypocrite, il dit oui c'était très bien, il dit non mais vraiment, il cherche, puis au bout d'un moment il dit vous avez une drôle de façon de jouer la comédie, enfin une façon que vous croyez drôle mais qui n'est je crois qu'une drôle de façon de jouer la comédie. Ah bon? Et comment est-ce que je joue la comédie? Vous jouez mal. Vous entrez en scène beaucoup trop vite, vous sortez de scène beaucoup trop lentement, vous faites des gestes qui ne sont pas dans vos rôles et vous faites des bruits quand on vous parle, c'est exaspérant. Et c'est terrible, c'est méchant, mais c'est juste que on a tendance à vouloir contrôler des choses qui ne sont pas de notre ressort, et il faut être en scène au bon moment. Quand on est trop tôt, on est en carafe, donc on fragilise tout. On parlait de l'entrée de Suzanne tout à l'heure en off, mais c'est ça. Quand on a fini sa scène, maintenant il faut partir. Oui, c'est ça, c'est pas du cabotinage. C'est ça. Je tire la couverture. Et l'écoute, en fait, si l'autre est bon, par notre écoute, on renforce le personnage. Pareil, Guitry disait, Lucien Guitry, quand il vous regarde en scène, vous êtes le personnage que vous incarnez. Malgré vous. Donc on cède, c'est ça qui est génial d'avoir plusieurs personnages. Là on fait beaucoup de seul en scène pour des questions aussi de finance, de finance et de prise de risque. Non mais là on est 5 comédiens, oui. On sait qu'on perd de l'argent à Avignon. C'est une prise de risque énorme. À Avignon en perdant de l'argent, on le sait déjà. Mais on se nourrit en scène. Et il se passe des choses que même le meilleur des seuls en scène, c'est plus difficile d'atteindre. Ah mais moi j'adore jouer avec les autres. Là mon équipe, là, les 3 jeunes comédiens qu'on a, ils sont super, c'est vraiment vraiment top. Je voudrais citer aussi mon assistante qui est super, Joséphine Fagel. Et puis par ailleurs, on s'est entouré de toute une série de jeunes créateurs. Donc on a une jeune chorégraphe avec nous, un compositeur qui crée la musique une grosse pour équipe, nous. Comment s'appelle-t-il, la jeune chorégraphe? La jeune chorégraphe, elle s'appelle Laura Hugul, elle est en Belgique. Notre graphiste qui fait également les costumes et les décors, Clara Louise, avec qui je travaille maintenant depuis plusieurs années. Voilà, ça crée une synergie de dingue. Simon Louveau, donc qui est en train de créer les musiques. On va avoir des projections de petits films avec pareil une jeune équipe, Lucas Di Girolamo et Gabriel Bélanger qui vont faire le tournage. Bon, qui j'ai oublié, Johan. Antoine, c'est difficile quand on commence à citer les gens, il faut oublier personne. Qui est notre régisseur et qui fera la création lumière. Oui. Voilà, donc oui, c'est une équipe autour de gens qui adorent la pièce, qui adorent c'est ça, c'est une aventure spectacle. Humaine,
ils sont contents qu'on travaille ensemble et voilà, et c'est top, quoi. En fait, je repensais, vous m'avez donné l'idée, quand j'ai compris ce que vous aviez envie de dire et ce que vous disiez, une bonne manière pour aborder ce métier, mais je pense tous les métiers, c'est de d'abord être un amateur et de devenir un professionnel. Mais le chemin passe par d'abord l'amateur qui va nous permettre d'être un professionnel parce qu'on va travailler suffisamment et on va pouvoir être bon même quand on est mauvais. Alors, c'est drôle parce que Stéphane Brault, qui était directeur du théâtre de Ménilmontant jusqu'en 2004, avait, quand on préparait La Passion, disait, rappelez-vous que le Titanic a été créé par des professionnels et l'Arche de Noé par un amateur. Très juste. Et oui. C'était mignon. Oui, très bon, très bon. Réjeanne, j'ai envie de vous dire qu'est-ce que vous avez envie, je vous laisse un peu le mot de la fin, qu'est-ce que vous avez envie de dire, quel message, quel autre message vous avez envie de faire passer et voilà, comment vous voudriez terminer notre entretien et notre rencontre. Eh bien écoutez, vous remercier déjà parce que c'était très plaisant. On a échangé sur plein de choses. Je vois que vous aussi, vous avez l'amour du spectacle et du théâtre, donc c'est chouette comme rencontre. On va boucler là-dessus. On va terminer comme on a commencé, c'est-à-dire que qu'est-ce que j'ai envie de faire passer ? J'ai envie de faire passer comme message que quand il reste rien, il reste l'amour, et qu'il faut y croire. Et qu'il faut s'accrocher à ça. Et l'amour, c'est pas seulement l'amour à deux, mais c'est aussi l'amour du genre humain. Parfait. On finit avec Molière. C'est ça, l'amour du genre humain. Merci Réjeanne. Merci beaucoup. Bon après-midi, Alexandre. à bientôt. Et rendez-vous au message. Ah oui. Au Théâtre des Barriques, à Avignon.